приехали в Треблинский лагерь в начале сентября 1944 года. Nous sommes arrivés au camp de Treblinka au début de septembre, 13 mois après le soulèvement. La fabrique de mort a fonctionné 13 mois et pendant 13 mois, les Allemands se sont appliqués à en effacer les traces. Tout est calme. À peine se l'entend bruire le sommet des pins le long de la voie ferrée. Ces pins, ce sable, cette vieille souche, des millions d'yeux les ont regardés des wagons qui s'avançaient lentement vers le quai. On entend crisser doucement la cendre, les scories pulvérisées sur la route noire, bordées soigneusement, à la manière allemande, de pierres peintes en blanc. Nous entrons dans le camp, nous foulons le sol de Treblinka. Les cosses de lupin se forment dès qu'on les touche, avec un tâtement léger. Des millions de graines se répandent sur la terre. Le bruit qu'elles font en tombant est celui des cosses qui s'en trouvent, se fondant en une mélodie triste et douce. Comme s'il nous arrivait du fond de la terre, lointain, ample et mélancolique, le glas de petites cloches. En Pologne, à l'est de Varsovie, sur les rives du Bouge occidental, s'étendent des sables et des marais, d'épaisses forêts de pins et de feuillus. Sur cette terre indigente, où les villages sont rares, se trouve la petite station de Treblinka. Ces lieux désolés avaient été choisis avec l'approbation du Reichsführer des SS, Heinrich Himmler, pour devenir un charnier colossal, tel que l'humanité n'avait encore jamais connu avant nos jours cruels, même aux époques de barbarie primitive. Non, jamais l'univers n'avait rien vu d'aussi épouvantable. C'était ici le plus atroce des camps de la mort établis par les SS. C'est par Marguerite, à qui j'étais lié depuis l'été 1942, que j'ai fait la connaissance de Robert Antel. Marguerite et lui habitaient déjà rue Saint-Benoît. Ils s'étaient mariés en 1939, à la déclaration de la guerre, cherchant à préserver du délire qui allait s'emparer du monde, l'assurance de vrai qu'ils avaient reçue l'un de l'autre. Ils n'avaient pas pour autant renoncé à la libre vie d'étudiants, qui leur avait permis de découvrir leur accord. Et cette absence de loi, cette mutuelle indépendance, entretenue dès le début de l'âge adulte, excluait aussi toute possibilité entre eux de rupture profonde. Je dois dire que j'admire encore aujourd'hui la hâte et la ferme audace mise par Marguerite à me faire partager l'amour qu'elle portait à Robert. Et l'amitié s'est faite entre lui et moi vraiment très fervente. Robert se comportait dans la vie de tous les jours dans la plus grande simplicité, la plus grande authenticité. C'était un flâneur au sens baudelairien. Il a été immédiatement de très loin mon meilleur ami. Robert existait déjà depuis 1940. À son retour du service militaire, il était entré à la préfecture de police où, en secret, il supprimait des dénonciations, avertissait ceux qui faisaient l'objet d'enquêtes, subtilisait des dossiers compromettants et transmettait des plans militaires à l'Angleterre. En 1941, avec son ami d'enfance, Georges Beauchamp, ils avaient aidé des personnes recherchées à s'évader par avion. On avait une vingtaine d'années et c'est par hasard que nous nous sommes trouvés en contact quotidien avec des résistants. Je n'étais pas vraiment engagé. J'ai été embarqué. Je trouvais ça naturel, tous ces gestes, transmettre des lettres, cacher des copains ou des documents. Et c'est ainsi qu'en septembre 1943, un ami de Robert lui a proposé d'entrer dans le mouvement de résistance de François Mitterrand, qui se faisait appeler à l'époque François Morland, le Rassemblement national des prisonniers de guerre, le RNPG, et nous avons adhéré ensemble, Marguerite, Robert et moi, le même jour. Que Mitterrand ait été à Vichy, je ne le savais pas à l'époque et je m'en fous encore aujourd'hui. Parce que, si on prend les choses comme ça, on était tous de Vichy alors. Tout le milieu littéraire parisien, toutes les maisons d'édition, Gallimard chez qui je travaillais, se soumettaient à la censure allemande. Nous nous sommes politisés de plus en plus, au fur et à mesure de l'occupation, tous ensemble, toute la bande antenne, comme on nous appelait alors. On restait des nuits entières, rue Saint-Benoît, à discuter de la situation, des moyens à employer pour lutter contre l'occupant. Marguerite travaillait à la communication dans le réseau. Moi, je transportais des armes et des renseignements dans la sacoche de mon vélo. Je me faisais appeler Mas. J'avais acheté un revolver et j'avais dit à Marguerite que je le cachais chez moi derrière la cheminée en cas de nécessité. Être dénoncé, avoir laissé échapper un mot dans la rue, ne pas s'être acquitté intégralement des livraisons, refuser à un Allemand sa voiture ou son cheval, être non pas convaincu, mais simplement soupçonné de sabotage, ou encore, si l'on était une jeune fille, repousser les propositions d'un SS suffisait pour être envoyé au camp disciplinaire, où languissaient des centaines, des milliers de personnes, ouvriers, paysans, intellectuels, hommes et femmes, vieillards et adolescents, mères et enfants. 50 000 personnes environ ont passé par ce camp. Aujourd'hui, nous savons ce qu'en était le régime. Le travail à la sablière et comment on précipitait au fond de la carrière ceux qui n'avaient pas rempli les objectifs. Nous savons ce qu'était la nourriture. 170 à 200 grammes de pain et un litre d'une lavasse infâme.
baptisé du nom dessous. Nous savons qu'on y mourrait de faim. Nous savons les orgies effrénées des SS. Nous savons que, la nuit, ils faisaient irruption dans les baraques pour en tirer des détenus sur lesquels ils expérimentaient sans hâte différentes méthodes de mise à mort. Tel était le camp numéro 1. Et on eût pu croire qu'il n'y avait rien de plus affreux au monde. Mais ceux qui vivaient là savaient bien qu'il y avait un autre camp. Personne n'était autorisé à s'en approcher. Il était interdit aux avions allemands de survoler la région. L'existence de ce camp devait être tenue profondément secrète. Tel était l'ordre de Himmler. À Paris, ce jour-là, le 1er juin 1944. Il y eut toute une série d'arrestations des nôtres par la Gestapo. Morland et les autres membres du comité directeur du réseau avaient failli se faire arrêter. Il y avait de la trahison dans l'air. Il n'aurait pas dû y avoir de réunion rue du Pin ce jour-là. Mais les copains étaient un peu sonnés par ce qui venait de se passer et ils ont éprouvé le besoin de se voir en manquant aux règles de prudence. Ils étaient là, 5 ou 6. La Gestapo arrive, se saisit de ceux qui sont là. Marie-Louise, bien sûr, puisque c'était chez elle. Robert était là. Il y avait Paul Pilven. Il y avait aussi Jean Munier. Jean Munier a eu le réflexe de réagir aussitôt que ça s'est produit. Il est entré en force, à coups de poing, dans le petit groupe qui venait procéder à l'arrestation. Ils ont été surpris. Il a descendu l'escalier rapidement. Un coup de feu a été tiré. Il a eu la main un peu touchée, mais étant dehors, il a aussitôt donné l'alerte. Moi-même, je m'y rendais. Avant de monter, j'ai téléphoné depuis la poste de la rue du Pin, laquelle se trouve justement en bas de l'appartement. Je téléphone pour demander. Ça va? Rien de particulier? C'était une précaution habituelle qui s'est révélée ce jour-là utile. Je téléphone, c'est Marie-Louise qui prend l'appareil. Je lui demande si tout va bien. Je ne me souviens plus exactement de mes mots, mais elle me dit: Monsieur, vous vous êtes trompé de numéro. J'ai alors eu un réflexe tout à fait malencontreux, pensant que je m'étais en effet trompé, j'ai recomposé le numéro. Une seconde fois, d'une voix irritée, elle me dit: Je vous ai déjà dit que vous vous êtes trompé. J'ai su plus tard qu'elle était là, au téléphone avec l'agent de la Gestapo. Revolver sorti, lui disant: Dites-le de venir! Non seulement elle ne m'a pas dit de venir, mais en me répétant que je m'étais trompé de numéro, alors que j'avais cette fois la certitude de ne pas m'être trompé, elle m'a indiqué qu'il ne fallait pas que je vienne, et je ne suis pas venue. C'est ce jour-là que fut arrêté Robert. Commence alors une autre histoire, que Marguerite, à l'époque Marguerite Antel, aujourd'hui Marguerite Duras, a rapporté dans son livre une histoire que j'ai en effet moi-même vécue. On avait mis à profit la situation géographique de Treblinka. Les convois chargés de victimes arrivaient ici des 4 coins du monde. Pendant 13 mois, les convois se succédèrent. Chacun d'eux comptait 60 wagons et sur chaque wagon, des chiffres avaient été tracés là, à la craie. 150, 180, 200. Ils indiquaient le nombre de personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Qui étaient ceux que les convois amenaient? Des juifs venant de toute l'Europe et des tziganes. Au printemps de 1942, toute la population juive de Pologne, d'Allemagne et des régions occidentales de Biélorussie avait été parquée dans des ghettos. Des millions d'ouvriers, d'artisans, de médecins, de professeurs, d'architectes, d'ingénieurs, d'instituteurs, d'artistes vivaient confinés, avec leurs femmes, leurs filles, leurs fils, leurs mères et leurs pères dans ces ghettos. Cette réclusion, c'était la première partie, la partie préliminaire du plan hitlérien d'extermination des Juifs. Au cours de l'été 1942, on décida de mettre à exécution la seconde partie du plan, la destruction physique des Juifs. Aujourd'hui, les hommes parlaient, les pierres et la terre ont porté témoignage. Et nous pouvons, sous les yeux de l'humanité et devant la conscience du monde, parcourir l'un après l'autre les cercles de l'enfer de Treblinka, auprès duquel pâlit l'enfer de Dante. Ils étaient arrêtés, enlevés, emportés loin de France. Et jamais plus on n'avait la moindre nouvelle d'eux. Jamais le moindre signe de vie. Jamais. Même pas prévenir que ce n'était plus la peine d'attendre, qu'ils étaient morts. Même pas arrêter l'espoir. Laisser la douleur s'installer pendant des années. Pour les déportés politiques, ils ont agi d'eux-mêmes. Pour eux, ce n'était pas la peine non plus qu'ils préviennent. Ils ne disent pas que ce n'est plus la peine d'attendre, qu'on ne les verra plus jamais, jamais. Mais quand on y pense comme ça, tout à coup, on se demande qui d'autre a fait ça. Qui a fait ça? Mais qui? Les SS avaient dit à tous ces gens qu'on les emmenait en Ukraine pour des travaux agricoles. Pour les tromper jusqu'au bout, un semblant de gare avait été aménagé sur le quai.
où des rames de 20 wagons venaient se décharger l'une après l'autre. Une gare avec ses guichets, sa consigne et son restaurant. L'arrivée du convoi était saluée par un orchestre. Un homme, en tenue d'employé du chemin de fer, demandait les billets et faisait sortir les voyageurs sur une place. Tous étaient rassemblés. L'Unterscharführer, sous-officier des troupes SS, les invitait alors, à voix haute et en détachant bien les mots, à laisser là leurs bagages et à se rendre au bain en n'emportant que leurs papiers, leurs objets de valeur et le strict nécessaire pour se laver. Des dizaines de questions se pressaient sur leurs lèvres, mais on ne sait quelle force étrange les obligeait à se taire, sans même jeter un coup d'œil en arrière vers l'entrée. Il passait devant des barbelés hauts comme 3 fois un homme, le long d'un fossé anti-tank de 3 mètres de large, puis de nouveau devant un fil d'acier mince roulé, tortillé en buisson. Un sentiment affreux s'emparait des condamnés. Impossible de fuir, de faire demi-tour, d'engager le combat. Appelés à l'aide. Mais il n'y avait autour d'eux que des SS armés de mitraillettes, de grenades, de pistolets. Ils étaient la force. Ils possédaient les chars et les avions, les terres, les villes, le ciel, les chemins de fer, la loi, les journaux, la TSF. Le monde entier se taisait, asservi, écrasé par les bandits bruns dont il subissait la domination. À l'intérieur de la deuxième enceinte, devant un énorme baraquement, la deuxième phase de l'opération commençait. Achtung! La voix d'un SS jetait dans le silence la formule consacrée répétée plusieurs fois par jour. Les hommes se déshabillent où ils sont. Les femmes et les enfants vont se déshabiller dans les baraques à gauche. L'amour maternel, conjugal, filial, leur disait à tous qu'ils se voyaient pour la dernière fois. Alors, c'était des scènes affreuses. Des poignées de main, des baisers, des bénédictions, des larmes, de courtes phrases où l'on mettait toute sa tendresse et toute sa douleur. Les professionnels de la mort savaient qu'il fallait sans tarder couper court à tout cela. Ces brutes connaissaient les lois très simples que l'on applique dans tous les abattoirs du monde et ils les appliquaient aux hommes. Ensuite, il fallait faire vite. Le mot « Achtung » était remplacé par un autre, qui sifflait et claquait. Schneller. 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 Plus vite. Plus vite. Plus vite. Au pas de course dans le néant. Les détenus s'engageaient alors dans une allée toute droite, plantée de fleurs et de sapins, longue de 120 mètres et large de 2. D'un bout à l'autre, à gauche et à droite, des fils de fer étaient tendus, où les gardes aux vareuses noires et les SS en uniforme gris se tenaient côte à côte. L'allée était couverte de sable blanc, et ceux qui marchaient en tête, avec leurs bras levés, y découvraient l'empreinte encore fraîche d'autres pieds nus. Plus petits que les leurs, ceux des femmes, tout petits, ceux des enfants, bien grands et lourds, ceux des billards. Ces dessins éphémères, dans le sable, étaient tous ceux qui restaient des milliers d'autres victimes, qui venaient de suivre ce chemin comme le faisaient en cet instant ces 4000 hommes. Et comme le feraient 2 heures plus tard, ceux qui attendaient dans la forêt. Ils passaient, comme on était passé la veille et 10 jours auparavant, comme on passerait le lendemain et 50 jours après. Ils passaient comme tant d'autres ont passé pendant les 13 mois qu'a duré cet enfer. Devant eux se tenait un bel édifice de pierre, avec ornements de bois et qui faisait songer à un temple antique. 5 marches bétonnées conduisaient à des portes basses, mais très larges, massives. Elles s'ouvraient lentement sur le dernier cercle de l'enfer. Alors les SS lâchaient des chiens spécialement dressés, qui se ruaient sur la foule et poussaient ceux qui allaient mourir dans les chambres à gaz. C'est le 6 juin 1944, au matin, dans la grande salle d'attente de la prison de Fresnes. Je viens porter un colis à mon mari, Robert Antelme, qui a été arrêté le 1er juin, il y a 6 jours. Il y a une alerte. Les Allemands ferment les portes de la salle d'attente. Ils nous laissent seuls. Nous sommes une dizaine. On ne se parle pas. Le bruit des escadrilles arrive au-dessus de Paris. Il est énorme. J'entends qu'on me dit à voix basse mais précise la phrase suivante. Ils ont débarqué ce matin à 6 heures. Je me retourne, c'est un jeune homme. J'écris tout bas. Ce n'est pas vrai, ne répondez pas de fausses nouvelles. Le jeune homme dit. C'est vrai. Nous ne croyons pas le jeune homme. Tout le monde pleure. L'alerte cesse. Les Allemands évacuent la salle. Pas de colis aujourd'hui. C'est une fois revenu à Paris que je vois tous les visages autour de moi. Ils se regardent comme des fous. Ils sourient. J'arrête un jeune homme, je lui demande. C'est vrai? Il me répond. C'est vrai. Face à la cheminée, le téléphone. Il est à côté de moi. À droite, la porte du salon et le couloir. Au fond du couloir, la porte d'entrée. Il pourrait revenir directement. Il sonnerait à la porte d'entrée. Qui est là? C'est moi. Il pourrait également téléphoner dès son arrivée dans un centre de transit. Je suis revenue. Je suis à la gare du Nord pour les formalités. Il n'y aurait pas de signe avant-coureur.
Il téléphonerait. Il arriverait. Ce sont des choses qui sont possibles. Il en revient tout de même. Il n'est pas un cas particulier. Il n'y a pas de raison particulière pour qu'il ne revienne pas. Il n'y a pas de raison pour qu'il revienne. Il est possible qu'il revienne. Il sonnerait. Qui est là? C'est moi. Toujours sur le divan près du téléphone. Aujourd'hui, oui, Berlin sera pris. On nous l'annonce tous les jours, mais aujourd'hui, ce sera vraiment la fin. Les journaux disent comment nous l'apprendrons. Par les sirènes qui sonneront une dernière fois. La dernière fois de la guerre. C'est fini. Je ne bougerai plus. Je le crois. Mais hier aussi, je le croyais. Et à 10h du soir, je suis sortie. J'ai pris le métro. Je suis allée sonner chez Dionys. Il m'a ouvert. Il m'a prise dans ses bras. Rien de nouveau depuis tout à l'heure? Rien. Je suis repartie. J'avais seulement envie de voir Dionys pour vérifier qu'il n'y avait aucun signe particulier sur son visage, aucun mensonge sur la mort. Sur le coup de 10h, tout à coup, chez moi, la peur était rentrée. La peur de tout. Tout à coup, j'avais relevé la tête et l'appartement avait changé. La clarté de la lampe aussi. Jaune tout à coup. Et tout à coup, la certitude de Rafale. Il est mort. 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 Je m'étais levée et j'étais à l'ombre de la chambre. C'était arrivé en une seconde. Plus de battements aux tempes. Mon visage se défait. Je ne sens plus mon cœur. L'horreur monte lentement dans une inondation. Je me noie. Je n'attends plus tellement j'ai peur. C'est la fin de la guerre. Il y a de moins en moins de raisons de ne pas avoir de nouvelles. La paix apparaît déjà. C'est comme une nuit profonde qui viendrait. C'est aussi le commencement de l'oubli. La preuve en est là déjà. Paris est éclairé la nuit. La place Saint-Germain-des-Prés est éclairée comme par des phares. Les deux magots sont bandés. Je suis sortie. La paix m'est apparue imminente. Je suis rentrée chez moi, poursuivie par la paix. J'ai entrevu qu'un avenir possible allait venir, qu'une terre étrange allait émerger de ce chaos et que la personne n'attendrait plus. Je n'ai de place nulle part ici. Je ne suis pas ici. Mais là-bas avec lui. Dans cette zone, inaccessible aux autres. Inconnaissable aux autres. Là où ça brûle et où on tue. Je suis suspendue à un fil. Allô? 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 François Morland avait fait partie d'une mission organisée par le gouvernement à la libération des camps. Il était allé à Dachau et c'est là qu'il avait trouvé Robert. Il avait insisté auprès de l'état-major américain pour prendre Robert avec lui. Il les avait suppliés. Les ordres sont les ordres. Il faut donc essayer de délivrer Robert sans attendre. Et nécessairement par des moyens semi-légaux. Georges Beauchamp et moi décidons de le tenter. Georges fait remettre en état sa propre voiture et nous prenons la route le matin du 8. Nous sommes à Ulm dans la nuit et dans quelques heures arrivons à Dachau dans la matinée. Le camp est gardé par des hommes qui portent tous des masques à gaz. Je dis aux Américains, nous sommes des agents de renseignement. On nous vaccine contre le typhus. On nous laisse entrer. Je ne puis relater ce qui suit qu'au prix d'un effort analogue à celui qu'exigent les récits de rêve. Les fosses sont remplies de cadavres que la neige recouvre. Le camp est en quarantaine. On continue d'y mourir massivement. Nul n'en peut sortir. Les soins sont inexistants. Je ne sais combien de temps j'erre dans les allées entre les blocs, scrutant les visages, questionnant ceux qui peuvent parler. Il fait beau. Les plus valides sont debout ou marchent par petits groupes. Tous les autres, c'est la quasi-totalité de la population du camp, sont couchés sur le sol, côte à côte, alignés perpendiculairement aux parois des blocs, de chaque côté des allées, dont le centre seul est libre. Lorsque j'entends sur ma droite une voix prononcer mon nom, je m'approche et me penche, et de nouveau, j'entends mon nom, en même temps que je vois de tout près des lèvres le former sous un regard qui m'absorbe. Je reconnais Robert, à l'espace qui sépare ses instituts supérieurs. Nous vous expliquons à Robert qu'il doit s'évader. Nous lui donnons un treuillet et un calot que nous avons cachés sous nos uniformes. Quand nous passons devant le poste de garde, Robert a un réflexe conditionné. Il veut à toute force enlever son calot et saluer comme quand il était détenu. Nous allons et venons lentement, une quinzaine de minutes, le long des barbelés du camp. Nous attendons la fin d'un tour de ronde pour courir, en portant Robert dans nos bras, jusqu'à la voiture que Georges a placée au premier mètre d'une rue adjacente. Nous fuyons. Robert nous fait promettre de ne pas nous arrêter avant la frontière. La peur d'être pris l'affole. Il est un détenu qui tente de s'évader. Georges Beauchamp conduit son relais. Je suis à l'arrière de la voiture avec Robert. Le temps de la première frayeur passée, une soixantaine de kilomètres parcourus, il commence à parler. Il mange aussi à la petite cuillère dans des boîtes de conserve américaines et du saucisson. Il parle, il dit tout. En quelques phrases qui l'ont satisfait, je lui dis, dès les premiers moments, ce que nous étions devenus.
et quelque chose de ce qui s'était passé en France depuis un an. Nous n'en parlerons plus. Du ciel désormais parlera. Dans son épuisement physique, Robert n'est plus que parole. Je n'ai pas à le questionner. Il dit tout ce qu'il a vécu depuis un an, épisode par épisode, sans ordre, l'un évoquant l'autre. Garder le silence plus de quelques instants lui serait impossible. Il parle continuellement, sans heurts, sans éclat, comme sous la pression d'une source constante. Possédé du besoin véritablement inépuisable d'en avoir dit le plus possible. Avant de peut-être mourir. À la fin de l'hiver 1943, Himmler était arrivé en avion à Treblinka. Il avait inspecté le camp. Le ministre de la Mort s'était approché d'une énorme fosse et considéra longuement, en silence, cette tombe colossale, déjà à moitié remplie de cadavres. Le Reichsführer des SS avait repris l'avion le jour même, après avoir donné au commandement du camp un ordre, celui de procéder immédiatement au déterrement des cadavres. Et de les brûler tous jusqu'au dernier. Pourquoi ce voyage de Himmler et ses ordres catégoriques? L'armée rouge venait de vaincre à Stalingrad. Ce fut un coup terrible pour les nazis. Et pour la première fois, Berlin se mit à songer aux responsabilités. Au châtiment, à l'expiation. Entre Dachau et l'Alsace, Il y a encore des types qui tiraient. Des Allemands. Nous ne sommes pas touchés, mais il est pratiquement impossible de s'arrêter. il faut de toute façon aller vite. Étant donné l'état dans lequel est Robert. C'est une course contre la montre. Il n'est pas désespéré. Et pourtant il pense qu'il va mourir. Mais il est heureux, parce qu'il a eu ce moment de liberté. Il accepte de se reposer quelques heures dans un hôtel. Le lendemain, À Verdun, Nous nous arrêtons pour manger. Nous entrons dans une brasserie dont il nous faut traverser la vaste salle. bruyante et presque con. on ralentit. Robert marche entre nous deux. Son poids est passé de 80 à 35 kilos. Nous ne le soutenons pas. Comme une ébauche de mandat à ses côtés. À notre entrée, Les conversations les plus proches s'interrompent. Et la vague de silence gagne bientôt toute la salle. De table en table, On se lève à mesure que nous avançons. Le silence, l'immobilité complète. Dure jusqu'à ce que nous nous asseyons. Rien n'est dit. De part ni d'autre. Une telle manifestation spontanée d'émotions collectives. Je n'en connais pas d'exemple aussi pur. Ce que c'est, un Nietzsche homo, sans sujet. N'exposant pas un homme, mais l'homme réduit à son essence irréductible. Himmler avait dit incinérer tous les cadavres. 800 détenus y travaillaient. Les fours faisaient songer à de prodigieux volcans. La chaleur terrible qu'ils dégageaient brûlait les visages. La flamme éteignait 8 à 10 mètres. Des colonnes de fumée noire, denses et grasses, montaient dans le ciel et se déployaient en un lourd rideau immobile. Une odeur de chair brûlée était partout. Avant de quitter Verdun, nous voyons un médecin qui nous conseille la lenteur. Au moindre choc, chaos un peu brutal, le cœur de Robert qui bat dans le vide pourrait se rompre. Nous renonçons à gagner Paris le jour même. Pendant 8 mois, cette monstrueuse entreprise fonctionna nuit et jour, mais sans arriver à faire disparaître tous les cadavres enterrés là. Il est vrai que de nouveaux contingents de condamnés à mort continuaient d'arriver. Nous roulons. Robert somnole brièvement entre deux flux de paroles. La source ne se tarit pas. Il parle pour ne pas mourir. Il parle pour que lui, mort, Georges et moi racontions. Je l'enregistre à mesure, cette parole. Nous savons cela l'un et l'autre, dans le moment même. D'où notre avidité réciproque, lui de me faire voir, moi de découvrir l'inimaginable, et notre complicité sur le fond de sa mort possible qui ne nous permet pas le repos. Faire silence, dormir, nous ne le pouvons plus sans crime. Il en venait de Bulgarie, que les SS attendaient avec impatience, car ignorant leur sort, ils apportaient avec eux quantité d'objets de valeur et du pain blanc. Il en venait également d'autres points de la Pologne, du Grodno et du ghetto de Varsovie qui s'étaient soulevés. Robert affirme Que ce qu'ils ont vécu dans le camp n'est que le grossissement, la caricature extrême de comportements, de situations qui sont dans le monde. On rapporte que les tziganes applaudirent d'admiration devant le bel édifice des chambres à gaz, sans deviner jusqu'au dernier moment le sort qui les attendait, et que cela amusa beaucoup les Allemands. Il dit que C'est un rêve SS de croire que nous avons pour mission historique de changer d'espèce. Les SS sévirent cruellement contre les révoltés du ghetto de Varsovie. Il dit, les SS ne sont que des hommes comme nous. Et c'est parce que nous sommes des hommes comme eux que les SS seront en définitive impuissants devant nous. Les SS ne conduisirent pas les femmes et les enfants aux chambres à gaz, mais devant les fours, où des milliers de corps se tordaient dans la flamme et la fumée, où les cadavres, tels des vivants, s'agitaient et se contractaient, où les ventres des mortes enceintes éclataient sous l'effet de la chaleur, où les enfants tués avant que de naître brûlaient dans les entrailles béantes de leur mère. Il
dit. Il n'y a pas des espèces humaines. Il y a une espèce humaine. Dante, dans son enfer, n'avait rien vu d'aussi affreux. Après s'être diverti de ce spectacle, les SS brûlaient les enfants. Il dit. Tout ce qui masque cette unité dans le monde, tout ce qui place les êtres en situation d'exploiter, d'asservir, et impliquerait par là même l'existence de variétés d'espèces, est faux et fou. J'ai entendu des cris retenus dans l'escalier, un remue-ménage, un piétinement, puis des claquements de porte et des cris. C'était ça, c'était eux qui revenaient d'Allemagne. Je me souviens des sanglots partout dans la maison, que les locataires sont restés longtemps dans les escaliers, que les portes étaient ouvertes. On m'a dit, après que la concierge avait décoré l'entrée pour l'accueillir, et que, dès qu'il était passé, elle avait tout arraché, et elle s'était enfermée dans sa loge, farouche, pour pleurer. Je ne sais plus exactement. Je hurlais. De cela, je me souviens. La guerre sortait dans des hurlements. 6 années sans crier. Je me suis retrouvé chez des voisins. Ils me forçaient à boire du rhum. Ils me le versaient dans la bouche. Dans les cris, dans mon souvenir. À un moment donné, les bruits s'éteignent et je le vois. Immense, devant moi. Beauchamp et Dionis le soutiennent par les aisselles. Je ne le reconnais pas. Il me regarde, il sourit, il se laisse regarder. Une fatigue surnaturelle se montre dans son sourire, celle d'être arrivé à vivre jusqu'à ce moment-ci. C'est à ce sourire que tout à coup je le reconnais, mais de très loin, comme si je le voyais au fond d'un tunnel. C'est un sourire de confusion. Il s'excuse d'en être là, réduit à ce déchet. Et puis, le sourire s'évanouit, et il redevient un inconnu. Mais la connaissance est là, que cet inconnu, c'est lui, Robert, dans sa totalité. Il avait voulu revoir la maison. On l'avait soutenu, et il avait fait le tour des chambres. Ses joues se plissaient, mais elles ne se décollaient pas des mâchoires. C'était dans ses yeux qu'on avait vu son sourire. Quand il était passé dans la cuisine, il avait vu le clafoutis qu'on lui avait fait. Qu'est-ce que c'est? Je peux en manger? Nous ne le savons pas. C'est le docteur qui le dira. Il avait cessé de sourire. Il était revenu au salon. Il s'était allongé sur le divan. Alors, je ne peux pas en manger? Pas encore. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu des accidents à trouver de faire manger les déportés. Il avait cessé de poser des questions sur ce qui s'était passé pendant son absence. Il avait cessé de nous voir. Son visage s'était couvert d'une douleur intense et muette, parce que la nourriture lui était encore refusée, que ça continuait comme au camp. Il n'avait pas vu qu'on pleurait. Il n'avait pas vu non plus qu'on pouvait à peine le regarder, à peine lui répondre. Le docteur est arrivé. Il s'est arrêté net, la main sur la poignée, très pâle. Il nous a regardés, puis il a regardé la forme sur le divan. Il ne comprenait pas. Et puis, il a compris. Cette forme n'était pas encore morte, elle flottait entre la vie et la mort, et on l'avait appelé, lui, le docteur, pour qu'il essaye de la faire vivre encore. Le docteur est entré, il est allé jusqu'à la forme, et la forme lui a souri. Nous avons sorti le clafoutis de la maison pendant qu'il dormait. Le lendemain, la fièvre était là. Il n'a plus parlé d'aucune nourriture. Chose étonnante, dans l'enfer de Treblinka, un jour de bonheur se leva. Un plan de soulèvement avait germé dans l'esprit des détenus. Ils n'avaient rien à perdre. Ils ne voulaient pas fuir sans avoir anéanti Treblinka. Les détenus se procurèrent de l'essence pour mettre le feu au camp. Puis ils creusèrent une grande galerie sous le baraquement qui servait d'arsenal à leur bureau. C'était une entreprise d'une audace insensée. Seuls des êtres voués à la mort pouvaient dresser un plan aussi téméraire. Ils enlevèrent 20 grenades, une mitrailleuse. Plusieurs carabines et pistolets qui disparurent dans des cachettes profondes.
Le soulèvement fut fixé au 2 août. Un coup de revolver servit de signal. Des coups de feu claquaient. Les mitrailleuses crépitaient sur les tours prises par les révoltés. Les explosions des grenades éclataient. Les bâtiments s'effondraient dans un fracas retentissant. Le sifflement des balles couvrait le bourdonnement des mouches. L'heure de l'expiation avait sonné. À peine les révoltés eurent-ils franchi les barbelés et quitté Treblinka en flammes que, de tous côtés, Des troupes de SS et de policiers les poursuivaient. des centaines de chiens furent lancés à leurs trousses. L'aviation fut mobilisée. On se battit dans les bois, dans les marais. Et peu nombreux furent les révoltés qui en réchappèrent. Mais Treblinka avait cessé d'exister. La lutte a commencé très vite avec la mort. Il fallait y aller doux avec elle, avec délicatesse, tact, doigté. Elle le cernait de tous les côtés. Mais tout de même, il y avait encore un moyen de l'atteindre lui. Ce n'était pas grand, cette ouverture par où communiquer avec lui. Mais la vie était quand même en lui. La mort montait à l'assaut. 39,5 le premier jour. Puis 40. Puis 41. Le cœur vibrait comme une corde de violon. 41, toujours, mais il vibre. Le cœur, pensions-nous, le cœur va s'arrêter. Toujours 41. La mort, à coup de boutoir frappe, mais le cœur est sourd. Ce n'est pas possible. Le cœur va s'arrêter. Non. De la bouillie, avait dit le docteur, par cuillère à café. 6 ou 7 fois par jour, on lui donnait de la bouillie. Une cuillère à café de bouillie l'étouffait. Il s'accrochait à nos mains, il cherchait l'air et retombait sur son lit. Mais il avalait. De même, 6 à 7 fois par jour, il demandait à faire. On le soulevait en le prenant par-dessous les genoux et sous les bras. Il devait peser entre 37 et 38 kilos. L'os, la peau, le foie, les intestins, la cervelle, le poumon, tout compris. 38 kilos répartis sur un corps d'1,78 m. On le posait sur le seau hygiénique. Ce que se retenait de faire le cœur, l'anus ne pouvait pas le retenir. Il lâchait son contenu. Tout ou presque lâchait son contenu. Même les doigts qui ne retenaient plus les ongles. Le cœur, lui, continuait à retenir son contenu. Le cœur, et la tête à garde, mais sublime. Seule. Elle sortait de ce charnier. Elle émergeait, se souvenait, racontait, reconnaissait, réclamait, parlait. La tête tenait au corps par le cou, comme d'habitude les têtes tiennent. Mais ce cou était tellement réduit, on en faisait le tour d'une seule main, tellement desséché qu'on se demandait comment la vie y passait. 17 jours. Nous cachons à ses propres yeux ce qui sort de lui, de même que nous lui cachons ses propres jambes, ses pieds, son corps, l'incroyable. Nous ne nous sommes jamais habitués à les voir. On ne pouvait pas s'y habituer. Ce qui était incroyable, c'était qu'il vivait encore. Lorsque les gens entraient dans la chambre et qu'ils voyaient cette forme sous les draps, ils ne pouvaient pas en supporter la vue. Ils détournaient les yeux. Beaucoup sortaient et ne revenaient plus. Il ne s'est jamais aperçu de notre épouvante. Jamais une seule fois. 17 jours. Comme lui, pendant 17 jours, je ne peux pas manger. Comme lui, pendant 17 jours, je n'ai pas dormi. Du moins, je crois n'avoir pas dormi. En fait, je dors 2 à 3 heures par jour. Je m'endors partout. Je me réveille dans l'épouvante, c'est abominable. Chaque fois, je crois qu'il est mort pendant mon sommeil. Le manque de sommeil provoque des troubles de vision. Je m'accroche au meuble pour marcher, le sol penche devant moi et j'ai peur de glisser. Un jour, la fièvre tombe. Au bout de 17 jours, la mort se fatigue. Il est couché sur ses 9 coussins. 1 pour la tête, 2 pour les avant-bras, 2 pour les bras, 2 pour les mains, 2 pour les pieds. Car tout ça ne pouvait plus supporter son propre poids. Il fallait engloutir ce poids dans du duvet, l'immobiliser. La fièvre sort de lui. La fièvre revient, mais retombe. Elle revient encore, un peu plus basse, et retombe encore. Et puis un matin, il dit « J'ai faim ». Le docteur a dit « Essayons. Essayons de lui donner à manger. Commençons par du jus de viande. S'il les supporte, continuez à lui en donner. Mais en même temps, donnez-lui de tout. Par petites doses tout d'abord, et par palier de 3 jours. Un peu plus à chaque palier. » Il digérait parfaitement le jus de viande. Alors, au bout de 3 jours,
Il a commencé à manger des aliments solides. Sa faim appelle sa faim. Elle devient de plus en plus grande, insatiable. Elle prend des proportions effrayantes. Robert remplit ce qui était vidé, les entrailles décharnées. C'est une occupation qui prend tout son temps. Il attend la nourriture pendant des heures. Il avale sans savoir quoi. Il mange une côtelette de mouton, puis il suce l'os, les yeux baissés, attentif, seulement à ne laisser aucune parcelle de viande. Puis il reprend une deuxième côtelette de mouton, puis une troisième, sans lever les yeux. Il est assis dans la pénombre du salon, près d'une fenêtre à demi ouverte, sur un fauteuil entouré de ses coussins, s'incline à côté de lui. Dans ses pantalons, ses jambes flottent comme des béquilles. Lorsqu'il fait du soleil, on voit à travers ses mains. Hier, il ramassait les miettes de pain tombées sur son pantalon, par terre. En faisant des efforts énormes. Aujourd'hui, il en laisse quelques-unes. Puis, le temps a passé encore. Ça a été le premier été de la paix. Ça a été une plage en Italie. La mer était bleue, même là sous nos yeux, et il n'y avait pas de vagues, mais une houle extrêmement douce. Une respiration dans un sommeil profond. Robert s'est levé et il a avancé vers la mer. Je suis venue près du bord. Je l'ai regardé. Il a vu que je le regardais. Il clignait des yeux derrière ses lunettes et il me souriait. Il remuait la tête par petits coups, comme on fait pour se moquer. Je savais qu'il savait. Qu'il savait qu'à chaque heure de chaque jour, je le pensais. Il n'est pas mort au camp de concentration. Il nous était impossible, après ce qui s'était dit, ce qui s'était su là, de recommencer à vivre de la vie d'avant. À sa manière, pensions-nous, l'ordre SS est un accomplissement de la raison. Raison qui, dévoyée, est déjà plus redoutable que l'état de bête brute. Celle qui est à l'œuvre ici, en un très haut lieu de la culture occidentale, est la raison parvenue au stade qui a permis de nommer moderne les temps que nous vivons. Raison infernale de la modernité, modernité infernale. Raison non pas simplement dévoyée, donc, ou simplement fermée à ce qui n'est pas elle, mais développée jusqu'à la déraison. Nous sommes arrivés au camp de Treblinka au début de septembre. 13 mois après le soulèvement. La fabrique de mort a fonctionné 13 mois. Et pendant 13 mois, les Allemands se sont appliqués à en effacer les traces. Tout est calme. À peine si l'on entend bruire le sommet des pins le long de la voie ferrée. Ces pins, ce sable, cette vieille souche, des millions d'yeux les ont regardés des wagons qui s'avançaient lentement vers le quai. On entend crisser doucement la cendre. Les scories pulvérisées sur la route noire, bordées soigneusement à la manière allemande de pierres peintes en blanc. Nous entrons dans le camp. Nous foulons le sol de Treblinka. Les cosses de lupins se fendent dès qu'on les touche, avec un tintement léger. Des millions de graines se répandent sur la terre. Le bruit qu'elles font en tombant et celui des cosses qui s'en trouvent se fondent en une mélodie triste et douce, comme si nous arrivait du fond de la terre, lointain, ample et mélancolique, le glas des petites cloches. La terre ondule sous les pieds, molle et grasse, comme si elle avait été arrosée d'huile de lin. La terre s'enfonce de Treblinka, houleuse comme une mer. Cette étendue déserte canton des barbelés engloutit plus d'existence humaine que tous les océans et toutes les mers du globe, depuis qu'existe le genre humain. Nous continuons d'avancer sur cette terre où le pas s'enfonce. Tout à coup, nous nous arrêtons. Des cheveux épais, ondulés, couleur de cuivre, de beaux cheveux de jeune fille piétinés, puis des boucles blondes, de lourdes tresses noires sur le sable clair. Et d'autres encore. Le contenu d'un seul sac de cheveux a dû se répandre là. C'était donc vrai. L'espoir, un espoir insensé s'effondre. Ce n'était pas un rêve. Les cosses de lupin continuent de rendre leur son clair et les graines de tomber. Et on croirait toujours entendre, monter de dessous terre, le glas d'un nombre infini de petites cloches. Il semble que le cœur va cesser de battre, contracté par une amertume, une douleur, une angoisse trop forte.
rapprocher. Venez un peu plus sur scène. C'est l'eau, voilà. Voilà, peut-être s'asseoir. On va s'asseoir sur scène. Voilà, peut-être. Et Vincent, vous pourriez descendre, qui a fait la mise en scène. On fait le lien? Eh bien c'est parfait. Faisons le lien. Tissons. Ce qu'on peut vous proposer maintenant, si ça vous va, c'est peut-être de donner la... Parce que tout le groupe qui est là, vous avez fait à peu près tous la même chose. Vous voyez de quoi on parle sur l'enregistrement, l'immersion ici et tout. Par contre, la singularité, c'est qu'une fois que vous avez créé tout cet enregistrement, depuis 2 jours, il y a un groupe scénographie, création, représentation qui voilà, vient de vous présenter cette création. Je vous donne la parole peut-être pour vous expliquer, vous, comment vous avez vécu ces 2 jours. Et puis après, on partage. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Ça vous va? Oui? Bonjour. Ok. J'espère que déjà, premièrement, vous avez apprécié le travail qu'on a fait sur votre enregistrement. C'est un parcours qu'on a fait en 3 jours, du coup, comme ça a été expliqué. Ça a été assez dur au début, notamment le travail de chœur. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est pas la chose la plus facile du théâtre, mais ça s'apprend comme tout. Hein. Ok, bonjour. Moi c'est Samantha. Ça aurait été bien qu'on ait fait un tour de prénom parce que je pense que du coup aucun de vous ne connaît nos prénoms. Bon, ok, ils font les timides, mais en vrai ils sont pas du tout comme ça. Donc ce travail on l'a fait en plusieurs fois. On a déjà fait des échauffements en fait qui ont servi dans la mise en scène que vous venez de voir. Notamment, du coup, comme l'a dit Quentin, le travail de chœur. Mais qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Travailler autour du rideau. Ouais, les travails autour du rideau, comme vous le voyez, il a pris sacrément cher. On va passer 1 heure à le défaire après, donc j'espère que vous allez venir nous aider. Petite rémunération. Trop d'espoir, ouais. Guillaume, aurais-tu quelque chose à dire? Non? S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pas tout. Non, mais vous savez pas, peut-être vous pouvez vous expliquer à Samantha et les autres, peut-être vous pouvez nous dire ce que vous avez fait, le travail du cœur, le premier jour beaucoup. Donc il y a un travail de mise en espace, d'appréhender un peu comment est-ce qu'on va servir de ce rideau pour le mettre en lumière. Peut-être aussi comment, est-ce que vous avez un petit peu parlé de lumière et comment on pouvait mettre en lumière des parties du texte, les corps dans l'espace, le rideau. Peut-être un peu plus concrètement nous parler du travail. Oui, la scène était séparée en 3 groupes. Du coup, l'avant-scène était Dionys, donc celui qui était plutôt au niveau de la ville, un des amis. Ensuite, on avait la femme de la personne qui était enfermée au camp de concentration, du coup, qui était au niveau du rideau, Marguerite. Laisse-moi le temps. Et derrière, du coup, nous avions Grossman, qui est du coup l'auteur et un peu le narrateur, celui qui a les plus grosses parties, du coup, qui était en arrière-scène. Comme vous avez dû le voir, il n'y avait pas
beaucoup d'actions parce qu'on voulait surtout laisser place à votre voix pour qu'on vous écoute surtout vous et qu'on ne se concentre pas sur nous. C'était juste une façon d'imager, de mettre en valeur tout le travail que vous avez fourni. Vous avez sûrement des questions. Oui, est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît. Du coup, le travail de cœur, ça a duré une journée si j'ai bien compris, mais comment vous travaillez le cœur? C'est-à-dire que vous faites que parler ensemble pendant une journée? Alors, juste dans vos explications, ce qui est intéressant là, dans le grand groupe que vous êtes, c'est qu'il y a ceux qui sont déjà en option de théâtre ou spécialité théâtre pour qui vous avez déjà un vocabulaire, c'est peut-être acquis. Et puis il y a aussi plein d'élèves là qui découvrent, qui ont une pratique artistique théâtrale pour la première fois en venant ici, ou peut-être avant, mais en tout cas, je vous invite juste dans les termes, peut-être juste à expliquer concrètement, et puis après à faire des questions-réponses. D'accord ? C'est que les spécialités théâtre parlent beaucoup. Ah, tu voulais parler? Ça y est, Maxime. C'est à moi, ouais. Du coup, le travail de cœur, en fait, c'est... vous avez vu qu'on était en plusieurs groupes. Et en fait, on a beaucoup travaillé donc, le corps, dessiner le corps, et pas faire... pas marcher comme au quotidien, par exemple. C'est comme se créer un personnage, en fait. Et en fait, dans notre groupe, on avait un coryphée, ouais, un chef de troupe, en fait, qui marchait et qui faisait donc... qui guidait le groupe, voilà, le cœur, voilà. Donc en gros, pour réussir à avoir une cohésion de groupe, on a fait plusieurs exercices où il y avait, pour vous expliquer un peu plus clairement, une personne qui était devant et quand on voulait, oui, en gros, en fait de base on marchait tous dans l'espace et il y a une personne à laquelle on s'accrochait et on devait exactement marcher comme cette personne-là et s'adapter à son rythme, etc. Du coup, ça crée vraiment une cohésion pour pouvoir par la suite réussir sur le plateau. Oui, c'est ce qu'on entendait par dessiner le corps. En fait, dessiner le corps, c'est prendre un personnage. Parce qu'on ne l'a pas bien expliqué, je pense. Oublier le quotidien, oublier tout ce Voilà, que la manière dont vous viviez avant, et justement... un personnage. C'est par quoi on est passé d'ailleurs. L'exercice du coup de la page blanche, c'est-à-dire revenir à un corps neutre qui n'a aucune habitude, c'est-à-dire les bras croisés, c'est mort. Une jambe pliée et une jambe tendue, c'est mort. C'est donner les genoux débloqués comme en sport. Une autre question? Après, ça peut être aussi sur ce que vous avez tous, traversé dans cette expérience des 2 jours ici. Hein. Est-ce que ceux qui ont enregistré peuvent lever la main? Je veux vous voir. Mais non, il y en a pas. Ah non, oui. Mais non, il y a des questions, ils sont pas Vous avez travaillé comment? Alors, au niveau du travail, on avait, pour commencer, comme vous, le coryphée, on devait marcher, etc. Et on devait s'arrêter à peu près tous en même temps. C'est un des exercices qu'on faisait régulièrement pour pouvoir travailler notre concentration. Et puis sinon, on avait les textes, on a fait beaucoup de lectures du texte. Rien qu'avant, même avant de les distribuer, pour pouvoir déjà s'adapter au texte et le comprendre. Ensuite, on les a distribués, on a fait beaucoup de lectures, mais on a aussi fait des exercices de concentration pour pouvoir bien rester concentré. Et ensuite, on a enregistré 3 prises pendant une demi-heure, 40 minutes à la fin des 2 jours. On a aussi appris à mettre de l'émotion dans le texte, parce que vu qu'on n'avait pas le corps pour montrer ce qu'on voulait vous faire ressentir, mais du coup on devait tout mettre dans la voix. Donc c'était apprendre pendant ces 2 jours à mettre de l'émotion dans le texte.
travailler 3 jours intensifs en faisant que ça pendant 3 jours, parce que je sais pas si en terminale vous faites ça souvent, mais pendant l'ESP, je sais que c'est que genre 2 heures, etc. Comment c'était de travailler du coup pendant 3 jours intensifs? Alors, en fait, on le faisait plutôt souvent, étant donné le fait que pour préparer notre bac et nos spectacles, on restait le samedi toute la journée à travailler non-stop de 10h à 17h. Donc, on n'avait pas de week-end. En soi, c'est à la fin, on est fatigué, c'est sûr, parce que c'est un rythme de travail et justement le travail sur le corps, même si c'est des gestes très lents qu'on fait et même si ça n'a pas l'air physique quand on le voit, c'est justement des exercices de contrôle sur le corps, etc. De changer justement nos habitudes par rapport à notre corps, par rapport à marcher. Du coup, ça crée une sorte de fatigue, mais en même temps, c'est très stimulant parce que on est entouré d'une scène, de gradins et de tout un équipement justement, et c'est très rafraîchissant et différent de ce qu'on fait par exemple par rapport quand on est au lycée. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'être assis à une table et écrire des cours, c'est pas très stimulant. Alors moi je prends la parole 2 secondes parce que moi j'étais quand même hyper émue de l'enregistrement fait par tous les groupes et par le travail que vous avez fait en si peu de temps. Je trouve ça assez magique. Je trouve ça hyper beau le travail de mise en son, parce que c'est aussi une mise en scène, la mise en son de vos voix. Vraiment. Et ce qui est étonnant, c'est que tout ce que vous dites, ce que vous avez fait donc avec Vincent et votre professeur pendant 3 jours au théâtre, et ce que vous avez fait vous avec les différents comédiens de la compagnie, finalement, en fait, je crois que c'est plus ou moins le même travail d'écoute, de jeu, de mise en jeu, d'improvisation. Et je crois que même si, pour ceux qui ont prêté leur voix donc, à cet enregistrement, ça a été très physique aussi et ils ont parcouru, je crois, à peu près le même travail que vous, le même parcours que vous, parce que finalement, l'air de rien, c'est un enregistrement qui est très engagé aussi physiquement. Et si le corps n'avait pas été travaillé, je crois que la voix n'aurait pas été en place non plus. Donc voilà, moi c'était un peu mon envie que j'avais mon ressenti que je voulais partager avec vous. Ouais. Est-ce que vous avez envie de dire des choses sur l'enregistrement, enfin, sur ce que vous avez entendu de vos voix Question. Du coup, c'est vraiment, même ça a similitude dans le travail sur le corps, sur l'improvisation, etc. Est-ce que c'est pas quand même frustrant, parce que je sais que vous avez l'habitude de jouer, mais dans le sens de là, jouer avec la parole, etc. Donc, est-ce que c'est pas frustrant de ne pas pouvoir parler aussi? Ou vraiment, c'est tout aussi bien? De mon point de vue, je pense que non, parce que c'est toujours intéressant de découvrir des nouvelles façons de jouer, de nouvelles manières. Après, d'un autre côté, c'est sûr que vu qu'on a l'habitude de jouer, on a moins. Après, il y a aussi un stress qui est différent, je trouve. C'est pas la même chose du tout, mais c'est toujours intéressant de découvrir autre chose. Parce que ils ont été amenés à réfléchir sur autre chose que simplement le jeu d'acteur. C'est aussi grâce à Vincent, vraiment, qui a porté. Mais ouais, justement, ça développe aussi beaucoup le corps. Ils ont réfléchi à la scénographie, c'est ça. À l'espace, à comment dire des choses sans comédien finalement. Je dirais pas qu'il y a une frustration parce que justement, tout ce qu'on peut ressentir justement en écoutant votre enregistrement, en écoutant vos voix, tout ce que nous, on peut ressentir vis-à-vis de cet enregistrement et du texte, on le retranscrit à travers notre corps et à travers du coup nos mouvements. Donc au final, les émotions passent, mais juste pas par la voix. Et est-ce que vous étiez frustré justement de n'enregistrer que vos voix et de ne pas être vu? Non. Ok. Du coup, moi je vais répondre à cette question. En partie oui et non.
C'est-à-dire que faire un travail que sur la voix, c'est comme faire un travail que sur le corps, c'est intéressant à sa manière. C'est-à-dire qu'en travaillant que la voix, on travaille un autre aspect du théâtre, qui est du coup la manière de parler, la manière de raconter. Là, on était plus dans le fait de raconter que d'interpréter et jouer vraiment. Ce qui fait que quand on n'utilise pas le corps, on a une autre manière de le dire. Et même si ça peut être un peu frustrant pour certains de ne pas pouvoir le jouer, bah, ça reste tout de même pas si frustrant que ça, parce que on développe des autres moyens de raconter les choses. Oui, je t'en prie, toi qui te retourne et qui lève la main. Oui. Je ne suis pas très d'accord parce que dire qu'on n'avait pas utilisé notre corps, c'est totalement faux parce que déjà il y a plusieurs types de voix et on n'utilise pas tout le temps toujours la même voix. Et même par exemple quand on va être triste, on va plutôt prendre une posture triste pour avoir une voix plus triste. Alors je pense juste que c'est le fait qu'on ait juste entendu notre voix mais notre corps jouait. Parce qu'en général, quand on dit quelque chose, notre corps l'exprime aussi, sauf que là, on n'a pas vu son corps s'exprimer. Alors ça peut être frustrant d'une certaine manière, parce qu'on nous a toujours appris au théâtre à beaucoup jouer, à faire de grands mouvements, etc., et bien visible. Mais là, on était plus concentré sur autre chose, et c'était une expérience totalement différente. Oui. Est-ce que, je demande ça au prof, est-ce que l'année prochaine, ils vont faire comme nous, on a fait là? Oui. Parce que c'est vrai que ça fait 2 ans consécutifs qu'on fait de l'acting. l'acting. Ouais, nous on fait de la scénographie, on n'a jamais enregistré. Mais ça s'est trouvé. Ça, c'est nous on avait parlé. Oui, non, mais pas du tout, mais c'est juste pour ça. Je voulais juste vous dire que les artistes de la compagnie Théâtre Amer qui travaillent en fait dans ce lieu, qui sont ce qu'on appelle des artistes associés. C'est-à-dire que c'est des artistes qui créent ici, avec qui on travaille au quotidien, qui vous font ces propositions de projet. C'est la dernière année qu'ils sont là. Voilà, ils nous quittent cette année pour deux, parce qu'ils ont d'autres créations, d'autres aventures artistiques à faire, et d'autres artistes vont arriver. Voilà, et en tout cas avec vos enseignants, on travaille à ce qui va se passer l'année prochaine. Voilà, avec vous, avec d'autres classes, avec d'autres propositions artistiques, pour vous permettre de continuer à découvrir en tout cas ce qu'on appelle les pratiques artistiques et puis plus singulièrement les pratiques théâtrales ici dans ce lieu. Voilà, donc l'année prochaine, non, on ne continuera pas sur ce travail. Sachez que ce travail que vous avez fait, donc l'année dernière, c'était autour de la pièce Fahrenheit 451, une adaptation que certains ont vue. Voilà, et c'est de ce texte-là qu'on a démarré, en fait. Et puis cette expérience avec, pareil, plus d'une centaine de voix de lycéens, de 3 lycées, et puis une proposition que vous avez faite l'année dernière sur plateau. Voilà, c'était, comme pour vous, c'était nous notre première l'année dernière, là c'est une deuxième mais avec un nouveau texte, donc on est au même endroit d'expérience que vous, en fait. Vous voyez, c'était vraiment tout reposé quand même beaucoup sur les épaules des artistes, certes, mais aussi sur les vôtres, pour que le texte soit beau à entendre et puis qui puisse être présenté sur plateau aujourd'hui. Voilà. Si ça vous va, on peut vous proposer de continuer la discussion peut-être dans le hall du théâtre et puis vous offrir un petit verre à boire et continuer l'échange autrement. Merci beaucoup. Ouais, je te prends un peu. Attends, mais des fois, je peux même pas les passer.
Alors serrez-vous là. Passez plutôt devant. Mettez-vous devant le rideau, sinon on ne vous verra pas. S'il vous plaît, silence, ça suffit maintenant. Silence. Vous m'écoutez. S'il vous plaît, on a besoin de vous. Regardez. Un peu plus là. Collez-vous, collez-vous là. De l'autre côté aussi là. Encore. Allez. Florent Julien, ça aussi, collez serré, plus. Ah si, allez-y. Encore plus, un peu collé serré, super. On travaille les niveaux, on est sur super distance. Voilà, les grands devant, baissez-vous un tout petit peu là, la ligne de la doudoune, toi qui te retourne un tout petit peu, tu te baisses. Voilà. Super, Olivia, collé serré. Allez Olivia sur plateau. Allez la photo de famille. Alors on dit quoi? Est-ce qu'on peut faire une photo genre n'importe quoi ou pas? Allez, n'importe quoi.
On va devoir quand même passer un... Bonjour Olivia. Bonjour Olivia. Ça va? Ça va. On arrive à la faire. Et puis à un moment, je commençais à